Sur la côte est nord-américaine, le pigargue à tête blanche règne sur les cieux. Majestueux et rusé, il partage son royaume avec le balbuzard pêcheur. Une bataille d'oiseaux dans le monde d'en haut. Sur les côtes accidentées de la rive est du Canada, un écosystème aussi riche que délicat prospère aux confins du continent. Bienvenue dans l'Est sauvage. Sur la façade atlantique de l'Amérique du Nord, les falaises de grès de l'île du Cap-Breton se dressent au-dessus de l'océan. Le détroit de Canso sépare ce bout de terre du reste de la Nouvelle-Écosse. Une chaussée étroite offre un point d'accès à tous ceux qui souhaitent découvrir ce bout de nature sauvage canadien. Niché au cœur de l'île, le lac Bras-d'Or regroupe 12 bassins communicants ainsi que plusieurs baies et estuaires. Il tient son nom des premiers colons français installés sur l'île. Sur ce bout de mer rendu à la terre, les eaux salées se mélangent aux eaux douces sans la moindre trace d'occupation humaine à l'horizon. Chaque année, plus de 100 types différents d'oiseaux nichent sur le lac. Les bernaches du Canada ne sont que l'une des nombreuses espèces arrivant ici au printemps pour se reproduire et pondre. Un peu plus loin, un kiscal bronzé prend un bain. Des canards se repaissent des riches feuillages du lac. Quant au grand chevalier, il n'est pas manchot quand il s'agit de dénicher son repas sur les berges du Bras-d'Or. Les rives du lac sont presque inviolées. De grands arbres encerclent les eaux, isolant le Bras-d'Or de toute activité humaine. Voici le royaume d'un prédateur des cimes, le pigargue à tête blanche. Symbole de force, de majesté, de liberté. L'île de Cap-Breton accueille la plus grande population reproductrice de pigargues en Amérique du Nord. Ces rapaces doivent disposer d'une large réserve de nourriture. Et justement, sous la surface du Bras-d'Or nage leur proie favorite, le saumon. Le lac est un paradis pour cet oiseau de proie, au sommet de la chaîne alimentaire locale. Les pigargues pèsent le poids d'un bébé de 3 mois. Mais déployées, leurs ailes sont aussi grandes qu'un homme. Planant dans les cieux, les pigargues à tête blanche règnent sur le lac Bras-d'Or. Mais ils ne sont pas les seuls à regarder d'un œil avide les poissons nageant dans ces eaux. Un balbuzard pêcheur niche près d'ici. Plus petit que le pigargue, il partage pourtant avec lui plusieurs similarités. Ce sont 2 oiseaux de proie, d'une grande envergure, au regard perçant et aux serres acérées, avides de poissons. Le balbuzard ne se nomme pas pêcheur pour rien. Il surpasse même le pigargue dans cet exercice. À la différence des prédateurs nocturnes comme les chouettes, balbuzard et pigargue chassent en plein jour. Et quand la nuit tombe, ils retournent à leur nid jusqu'au petit matin. Alors que le soleil se lève sur le Bras-d'Or, les pigargues se mettent en chasse. Depuis leur perchoir au sommet des arbres, ils scrutent la surface des eaux. Leurs yeux sont de vraies jumelles. Ils voient 4 fois plus loin que nous avec la même netteté.
Dès qu'il aperçoit une nageoire troubler la surface de l'eau, il se prépare à frapper. Il retourne à son aire, le poisson dans ses serres. La femelle l'y attend, pressée de nourrir de minuscules becs piaillants. Les deux parents participent également à l'éducation des petits. La femelle étant nettement plus grosse que le mâle, c'est elle qui couve les œufs le plus souvent et les protège une fois éclos. Le père couve aussi. Mais il s'attelle surtout à trouver de la nourriture pour la famille. Les os des repas offrent une confortable litière pour le nid. Toute proie plus grosse qu'un raton laveur a sans doute été volée à un autre prédateur. À moins qu'il ne s'agisse d'une victime d'un accident de la route. Les petits crient famine, et le père doit repartir en chasse. Il est capable de fondre sur ses proies à la vitesse d'une voiture lancée sur l'autoroute. Mais lorsqu'il arpente ainsi son territoire, le vol de cet oiseau majestueux s'apparente davantage à une tranquille balade en forêt. Une fois que ces rapaces se sont appropriés une aire de reproduction, les intrus n'y sont pas les bienvenus. Ils choisissent soigneusement leur repère le plus loin possible du sol, mais le plus près possible d'une abondante réserve de nourriture. Dans le nid, l'un des aiglons pointe le bout du nez. Il est en sécurité sous la garde de sa mère. Un nid d'aigle plein d'oisillons piaillants. C'est le signe que le printemps arrive sur le bras d'or. D'habitude, chaque couvée donne naissance de 1 à 3 oisillons chaque année. Ce petit a seulement 6 semaines. Avec un peu de chance et des dons pour la chasse, il vivra au moins 20 ans. Ces rapaces, qu'on appelle ici bald eagle, aigle chauve, méritent leur surnom dès qu'ils sortent de l'œuf. Ce surnom leur vient d'un vieux mot anglais signifiant blanc, en référence à la dépigmentation d'une partie de leur plumage et non à un quelconque problème capillaire. L'aiglon devra attendre 5 ans avant d'arborer son plumage distinctif. En attendant, l'adolescent d'un blanc marron essaiera tant bien que mal d'asseoir sa domination parmi ses pairs. Le nid des pigargues est un vrai palais. C'est le plus grand de tous les oiseaux d'Amérique du Nord. Il sélectionne soigneusement des arbres solides pour y nicher le plus haut possible. Des matériaux moins durs, feuilles et aiguilles de pin, tapissent l'intérieur. La charpente est constituée de branches soigneusement entrelacées. L'altitude offre à la fois un point de vue idéal pour la chasse et une protection pour les petits. Toujours aux aguets, le mâle inspecte les côtes en quête d'un repas à ramener au nid. Les pigargues ont la réputation d'être de redoutables chasseurs, mais ce sont surtout des charognards capables de trouver à manger à peu près n'importe où. Quelque chose a attiré son regard, tout en bas. Un homard se prélassant sur la plage. Une proie facile. Le bras d'or offre aux pigargues un festin de roi. Alors que la brise rafraîchissante laisse la place à un soleil brûlant, l'été chasse le printemps sur la côte est. Au creux de leur nid sur les berges du Bras d'Or, à 2 mois et demi, les aiglons sont presque adultes. Dans quelques semaines, ils prendront leur envol pour la première fois. Ils grandissent vite pendant les mois d'été
prenant environ 1 kilo toutes les 2 semaines. Et pour l'instant, il faut encore leur amener le dîner sur un plateau. Les familles de pigargues s'accaparent un territoire qu'elles protègent de leurs congénères. Mais certains oiseaux y sont tolérés. Un peu plus loin, sur les berges, un autre volatile grossit à vue d'œil. Les balbuzards ont fait leur nid au sommet de ces lignes à haute tension. Ces oiseaux nichent sur le point culminant de leur territoire, qu'il soit naturel ou fait de la main de l'homme. Ce qui n'est pas sans danger pour les balbuzards. Le moindre contact avec les lignes électriques pourrait leur coûter la vie. Mais ce novice a un autre défi à relever. Son premier vol. L'adolescent est prêt à quitter le nid. Il ne lui manque qu'un petit coup de pouce. Il vérifie une dernière fois la solidité de cette toute nouvelle plume. Certains oiseaux apprennent à décoller sur la terre ferme. Mais à ces hauteurs, l'erreur est interdite. L'enjeu de ce premier vol est donc de taille. Et le jeune oiseau n'est pas encore prêt à prendre un tel risque. Demain peut-être. Tout près d'ici, la femelle balbuzard est partie pêcher, participant elle aussi à la croissance de ses petits. Tout au long de l'été, les parents pêcheront quasiment en permanence pour satisfaire l'appétit insatiable de leurs oisillons. Les balbuzards chassent dans les mêmes eaux que les pigargues, mais le plus gros des deux n'est pas du genre à partager. Alors qu'elle rentre au nid, la femelle balbuzard passe un peu trop près des pigargues. Et le grand aigle s'apprête à lui voler son dîner sans la moindre vergogne. Ce harcèlement est une tactique éprouvée pour obliger le balbuzard à lâcher sa proie. Mais la femelle ne se laisse pas impressionner. Elle plonge vers son adversaire avant de s'envoler avec son poisson. Vaincu, le pigargue retourne à son nid. Ces petits devront attendre que leurs parents ramènent leur propre repas. La femelle balbuzard, elle, rentre triomphalement au nid avec de quoi nourrir ses deux petits. Chez les balbuzards, les œufs n'éclosent pas en même temps. Les couvées sont séparées de plusieurs jours. Et l'aîné se sert en premier. Le petit à droite fait presque la taille de ses parents. Mais ses yeux orange, les taches sur ses ailes et son humeur visiblement joueuse trahissent son âge. Ces mouvements de tête permettent aux balbuzards d'affiner leur vue. Ils peuvent ainsi différencier des objets lointains et évaluer les distances. Avec deux petits à nourrir, la mère doit bientôt repartir. Cette fois, c'est un corbeau qui la défie. Cela peut sembler un peu présomptueux, mais le corbeau intelligent sait qu'il vaut mieux faire front maintenant et chasser l'oiseau de proie de son territoire plutôt que de risquer une attaque sournoise plus tard. La journée a été longue pour notre femelle. Entre les pigargues voleurs et les corbeaux querelleurs, elle n'a pas eu une minute à elle. Même si les alentours du Bras d'Or sont en grande partie sauvages, un petit village se dresse sur la rive nord-ouest du lac, Badek. Les hommes sont fascinés par la majesté du pigargue, par sa force. Et de cette fascination, Badek a su faire une industrie florissante. Les excursions organisées sur le lac permettent aux touristes de voir les rapaces de près, à condition bien sûr de leur offrir un petit cadeau. Pendant l'été,
ce repas est un rituel quotidien. Et les pigargues en sont parfaitement conscients. Dès qu'une goélette quitte le port, ils savent qu'il est temps de passer à table. Les pigargues se font un plaisir de remercier les humains pour ce repas gratuit en attrapant majestueusement les poissons à la surface de l'eau. Il est rare que la nourriture leur tombe ainsi toute cuite dans le bec. Après les quelques mois d'été, et alors que les feuilles de l'automne ne sont déjà plus là, l'hiver s'installe dans l'Est sauvage. Certains rapaces se sont envolés vers le sud, à la recherche d'un climat plus clément. D'autres bravent le froid sur les berges du Bras d'Or. Mais la plupart se sont réfugiés dans la vallée d'Annapolis. La région accueille l'une des plus larges et des plus prospères populations de pigargues hivernant d'Amérique du Nord. Normalement, à cette époque de l'année, les oiseaux devraient se battre férocement pour les maigres ressources que l'hiver a à offrir. Mais grâce à cette ferme de Sheffield Mills, en Nouvelle-Écosse, aucun rapace ne meurt de faim. Les éleveurs jettent des cadavres de volailles en pâture aux pigargues, avant de s'éloigner prudemment du festin. Ces poulets n'ont pas supporté les rigueurs de l'hiver. Mais ils ne seront pas morts pour rien. Les aigles montrent vite le bout de leur bec. Le pigargue est devenu une véritable attraction ici à Sheffield Mills. Grâce à ces festins, le nombre de pigargues hivernants est en constante augmentation depuis 25 ans, créant une surpopulation artificielle. En hiver, il y a désormais plus d'aigles que d'habitants à Sheffield Mills. Même devant une telle orgie de nourriture, les rapaces se battent pour manger. C'est ainsi qu'ils affirment leur domination sur leurs congénères et qu'ils déterminent qui régnera sur ce royaume gelé. Mais alors que leur nombre augmente, certains ont recours à des tactiques plus retorses. Les rapaces ont l'instinct du vol dans le sang. Ils sont nombreux à s'envoler pour dîner dans leur coin, coupant les chairs de leur bec aiguisé, tenant fermement leur repas dans leurs serres puissantes. Quand la nourriture est abondante, les pigargues se gavent autant que possible. Ils peuvent stocker une semaine de nourriture dans une poche située dans leur gorge. Les rapaces ne dédaignent pas les restes laissés par d'autres prédateurs. Ils suivent souvent les coyotes ou les loups en chasse pour leur voler leur nourriture. Les individus les plus jeunes, qui n'ont pas encore leur plumage noir et blanc, occupent le rang le plus bas de la hiérarchie. Comme ils ne maîtrisent pas encore les techniques de chasse,
ils doivent impérativement profiter de ce repas facile. Sans quoi, ils ne passeront peut-être pas l'hiver. Alors qu'il ne reste que des abats, un jeune essaie de dérober un bout de poulet. Sans ce festin tombé du ciel, les pigargues auraient pour la plupart déserté la Nouvelle-Écosse. Au printemps, certains retourneront sur le lac Brador. D'autres resteront dans la vallée d'Annapolis. Seul problème, ces repas faciles ont sans doute attiré trop de pigargues dans la région. Et avec le printemps, ces rapaces surabondants risquent de décimer les couvées des autres oiseaux. Mais les pigargues ne sont pas les seuls à profiter du festin. Une fois qu'ils sont rassasiés, d'autres oiseaux viennent se servir. Pour les corneilles et corbeaux qui bravent le froid, chaque bouchée est une chance supplémentaire de survivre à l'interminable hiver. Le Brador est un sanctuaire pour tous les oiseaux. Ils se nourrissent au plus profond des eaux et planent dans les cieux tout en haut. Les balbuzards ont passé l'hiver en Amérique du Sud, mais ils reviennent au printemps. La nature se transforme avec les saisons. Mais même si le monde change autour d'eux, les pigargues trouvent un moyen de s'y adapter. Les rapaces sont des oiseaux pleins de ressources, capables de saisir la moindre opportunité. Pour ceux qui sont au sommet de la chaîne alimentaire, sur le toit du monde, l'Est sauvage est vraiment le 7e ciel.